Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur une vidéo, on va parler de toxine botulique comme vous l'avez lu, mais aussi de plein d'autres choses, la fonction musculaire, les plantes, on va parler de plantes antispasmodiques, de bienfaits du froid, etc. Et le plus important pour moi, c'est que vous développiez votre esprit critique et que vous compreniez qu'il n'y a pas de spécialiste des muscles. Comme je le disais souvent, c'est une des premières vidéos que j'ai sorties, c'est où sont les musclologues. Tu vois, elle paraît con cette question, mais elle est tout sauf bête. Parce qu'on sait que le cartilage des articulaires postérieurs et donc du dos et de la hanche, donc de l'acétabulaire, il n'y a pas de nerf, il n'est pas énervé. Donc il est insensible à la pression, techniquement il ne peut pas être douloureux. Donc toujours se fier à une imagerie alors qu'il n'y a aucune corrélation entre douleur et imagerie, faut arrêter les conneries à un moment donné. C'est que tu peux avoir des imageries catastrophiques avec des dos éclatés, des dos brisés et qui n'ont pas aucune douleur, et tu peux avoir des imageries normales avec des douleurs atroces à te taper la tête contre un mur. Donc ce qui fait mal, c'est tout ce qui est mou, comme toujours, le tissu conjonctif. Dedans, vous avez des algorécepteurs qui sont étirés et qui envoient des influx nerveux douloureux. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines positions de déclenchement à la douleur, par exemple. D'accord ? Donc je ne vais pas refaire une vidéo sur la douleur chronique, j'en ai fait une de 1h45 sur la chaîne, je vous invite à la regarder pour avoir plus de précision. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc la toxine botulique, c'est un des poisons les plus puissants de la Terre. Et du coup, à la base, c'était considéré comme une arme bactériologique. Et donc, elle a été interdite sous Nixon dans les années 75. Et donc, la toxine botulique, elle est utilisée en cas de douleur et de spasticité. Donc, la toxine botulique, son mécanisme d'action, c'est d'empêcher la libération de l'acétylcholine. D'accord ? Donc, elle empêche la libération des hormones. Et du coup, en fait, elle fait une paralysie flasque. Donc il y a deux types de spasticité. Il y en a une qui peut être d'origine médulaire, c'est-à-dire la moelle épinière, et une autre qui peut être d'origine céphalique, c'est-à-dire le cerveau. Mais dans tous les cas, on est face à une paralysie céphalique ou une paralysie d'origine médulaire. D'accord ? Et donc, à la fin, dans tous les cas, il y a une perte de neuromédiation entre les deux. C'est-à-dire que ce soit la moelle épinière ou le cerveau, les deux se communiquent plus ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on est sur un souci vraiment... on est sur un déséquilibre statique et dynamique, pour être précis, dans le couple de force. Les réflexes, ils se freinent mutuellement dans le couple de force. C'est ça la spasticité. Et donc quand, vous savez, vous êtes sur tout ce qui est crampe du musicien, crampe de l'écrivain, voilà pour cette image, elle est plus simple peut-être à comprendre, mais en vrai, là, on voit que les douleurs chroniques, quand il y a des muscles qui sont hypertoniques, et ben, c'est de la spasticité. Je suis désolé. C'est-à-dire que si je fais une contraction isométrique sous-maximale prolongée, c'est-à-dire que je fais une contraction sans mouvement trop longue, je déséquilibre le signal électrique dedans, donc le fuseau neuromusculaire, et je fais merder je fais un réflexe d'inhibition autogénique et je fais merder le couple de force en entier. Parce qu'il est tout le temps dans la même position. Vous comprenez, comme je le dis souvent, c'est pas le mauvais mouvement, le faux mouvement n'existe pas, c'est le manque de variation de mouvement qui nous le prouve. Et on voit que les mecs, ils font tellement crampe du musicien, crampe de l'écrivain, on est sur des mouvements répétés, et des mouvements où du coup, comme ils sont répétés, et ben on les suractive, et du coup, cette suractivité, elle fait une diminution du débit sanguin et une accumulation de métabolistes d'acides qui crée de la douleur, tout simplement. D'accord ? Et donc, la spasticité, elle n'est pas ressentie du premier coup. C'est-à-dire qu'il y a une phase de sidération de quelques semaines. Et après, tu as une phase de choc spinal où le cerveau, il tamponne. Et du coup, la moelle épinière, là, ça bug. Donc, je parle de spasticité d'origine médulaire. Là. Et donc, quand on parle de douleur, on parle de sensibilisation centrale au niveau du cerveau. Mais en vrai, on parle d'un souci au niveau de la moelle épinière. Et donc, c'est pour ça que il faut brouiller le message au niveau de la moelle épinière avant que ça atteigne notre cerveau. Parce que le message, de toute façon, il est distorsionné.
il est distorsionné, il n'est pas fiable. Il est, vous voyez ce que je veux dire? Il est disproportionné. Voilà, c'est plutôt le terme que je cherche. Il est disproportionné par rapport au danger réel parce que les stresseurs ordinaires, ils ont merdé. Les nocicepteurs, ils ont merdé. Thermique, mécanique, vous voyez ce que je veux dire? On a des nocicepteurs qui vont détecter les stimuli mécaniques, d'autres la température, chimique, polymodaux qui vont détecter un peu tout. Et du coup, ceux qui vont nous intéresser en douleur, principalement, ça va être les TRPA1 et les TRPV1, c'est-à-dire pression barométrique, température, et ils se co-expriment. D'accord? Mais voilà, c'est important de comprendre que la douleur, la douleur chronique, on est sur une spasticité d'origine médulaire, on est au niveau de la moelle épinière. C'est qu'il y a un membre qui est plus perçu correctement. Et donc, on est sur une sensibilisation centrale. Vous comprenez que, en réalité, il y a peu de différence entre quelqu'un qui se fait couper la main, qui se fait amputer d'un membre, voilà, n'importe, et qui sent encore ce membre et que ce membre fait mal alors qu'il n'existe plus. Ça prouve qu'il y a vraiment une carte mentale dans le cerveau de représentation fictive de ce qui fait partie de moi ou pas. Et la douleur chronique. Et la spasticité. C'est que quand on est sur une spasticité, il y a un membre qui n'est plus perçu correctement. Quand on est sur une amputation d'un membre, il y a un membre qui n'est plus perçu correctement par le cortex. Et quand il y a une douleur chronique, il y a un membre qui n'est plus perçu correctement par le cortex. Donc on est sur un problème de moelle épinière. Et donc de paralysie d'origine médulaire. C'est pour ça que je vous parle de spasticité et douleur. On pourrait penser que ça n'a pas de lien. Mais le lien, il est effectif, même en cas de douleur chronique, dans un cas où vous n'auriez pas entendu ce terme. Donc ce terme de spasticité, écoutez bien, c'est une exagération des réflexes tendineux et proprioceptifs, avec une perte de contrôle, d'équilibre et de contrôle, c'est pareil, contrôle moteur, statique et dynamique, dans le couple de force. Et donc, il faut avoir une base de fonction musculaire. Et donc, vous imaginez que vous êtes sur un marché avec des lobbies pharmaceutiques qui vont vendre des molécules, ça coûte très cher, la toxine botulique, ça coûte très cher et les résultats sont temporaires ou inexistants. Et je vais vous expliquer pourquoi. De la même manière, on va parler un peu du Tenseco 2 à la con, les centres antidouleurs, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais ou pas de manière durable, parce qu'il n'y a pas d'intégration à long terme, parce que toujours, on est sur un traitement passif. Et les traitements passifs ne font pas de pont au niveau de l'acétylcholine. Tu vois, donc je vous ai parlé plutôt en vous disant que le mécanisme d'action de la toxine botulique, c'était de faire une paralysie flasque, en empêchant la libération de l'ACH, de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire. C'est lui qui fait le pont entre le cerveau et le muscle, tout simplement. Donc il est impliqué dans l'apprentissage, la mémoire et la contraction musculaire qui est inconsciente. Et qu'est-ce qui module ce gain de base, cette contraction musculaire inconsciente? Bon, je peux faire une contraction consciente quand je fais un mouvement volontaire, mais là on parle de spasticité. Et donc la spasticité, c'est des mouvements involontaires, vous le comprenez. Et donc ce qui va moduler cette contraction musculaire et ce message de douleur, dans tous les cas, ça va être la peau. Et on ne développera jamais assez l'importance de la peau, la grande oubliée de tous les ouvrages scientifiques médicaux. Bizarrement, les neurologues, ils ont oublié de nous dire, en tout cas, je ne les vois pas palper. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des neurologues pour mes douleurs à moi. Ils font quoi de leurs mains? Ils font quoi de leurs mains? Ils sont avec des appareils électriques, des appareils technologiques, mais la palpation, elle est où? Il y a des détecteurs de pression dans la peau, il y a des détecteurs de température dans la peau, il y a des détecteurs qui détectent la vibration sur une peau, il y a des détecteurs sur une peau qui détectent la direction du vent par exemple, la direction dans laquelle elle va, tu vois, le fait que je fais comme ça ou comme ça, ma peau va sentir le sens de direction. La peau, c'est un super processeur, un super calculateur. Elle est capable de faire des processus ultra complexes, ultra précis. Elle est capable, la peau, tellement elle est puissante. On rappelle qu'elle a la même information génétique qu'un neurone, mais qu'elle est capable d'analyser la géométrie des objets de manière très complexe. Juste en touchant. Et petite anecdote, on a vu que les aveugles de naissance qui lisent le braille, ce qui s'allume dans leur cerveau quand ils touchent avec leurs mains, c'est le cortex visuel. Donc,
encore une fois, c'est pas les yeux qui voient, c'est pas les mains qui touchent, c'est le cerveau. Ça semble con ça, mais c'est totalement vrai et totalement indispensable de le comprendre. Et donc, le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Et donc le corps, chaque cellule, c'est déjà un petit cerveau. C'est là où je veux vous emmener. Ok. Eh bien. Et donc, attends, je vais prendre mon stylo. Je l'ai fait tomber. Aïe. Et donc, il faut une petite base de fonction musculaire. Donc la fonction musculaire, vous êtes toujours sur un couple de force, agoniste-antagoniste, moteur-frein. L'agoniste, par exemple, c'est le biceps. L'antagoniste, c'est le frein. L'antagoniste programme le mouvement global du couple de force, il n'assure pas que la rétroaction. Loi d'innervation réciproque de Sherrington, quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. Les antagonistes, c'est les muscles antigravitaires, ce qui fait la gravité dans un cerveau, ce qui va combattre cette gravité, ce qui va mettre plutôt cette posture antigravitationnelle, qui va harmoniser le mouvement et le coordonner, c'est le cervelet. Mais le cervelet, il est, même si on n'y pense pas, il est aussi impliqué dans des processus émotionnels et sociaux complexes, supérieurs. Et la mémoire des habitudes, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, chaque zone du cerveau n'est pas autant spécialisée qu'elle en a l'air. Elle a forcément un rôle à jouer de régulation avec une autre. Parce que le cerveau, c'est des cellules, et les cellules, ce qu'elles font, c'est du crosstalk. Elles parlent entre elles, et donc elles choisissent la meilleure stratégie de survie, et la réponse est toujours globale par rapport à tous les systèmes du corps humain. L'organe là-bas, il dit là. La tension musculaire, elle dit là. La tension du sang, elle dit là. On ne le pense pas assez, mais les hormones, c'est déjà un système de tenségrité biologique. La tenségrité biologique, c'est pas que les cellules, enfin, c'est les cellules, c'est les muscles, les fascias, ce que tu veux. Les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. Donc on a besoin de cette répartition homogène de tension. Mais les hormones aussi, c'est un système de tenségrité biologique. Elles vont dessus, forcément. Elles s'adaptent dessus. Sérotonine, tonine, tension, étymologiquement. Mélatonine, tonine, tension, étymologiquement. Donc ce qui fait le tonus vasculaire, c'est la sérotonine. Et donc, je reviens sur cette fonction musculaire. Dedans, vous avez un fuseau neuromusculaire, le FNM, d'accord? Il y a un gain de base. Le tendon, il dit à ton cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. Donc, le tendon, c'est un tensiomètre. Alors que l'antagoniste, en gros, le tendon, c'est le cerveau du muscle. L'antagoniste, c'est le cerveau du couple de force. Je simplifie vachement pour que ça soit clair. Donc, réflexe de contraction, réflexe myotatique. Réflexe myotatique inversé, c'est-à-dire inhibition autogénique, c'est-à-dire que je prends un chat, je le force à plier son genou, alors que le chat il a plus de cerveau, le genou du chat il résiste, mais quand c'est trop long, le genou du chat il se plie comme un canif et il n'y a pas de retour en arrière, parce que le muscle c'est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Quand la contraction est trop longue, eh ben, le muscle il merde, ça vous rappelle quoi? La spasticité, la douleur, la même posture prolongée. C'est ça qui pose souci. Quand on renforce une chaîne, c'est toujours au détriment d'une autre. Ok? Et donc, le réflexe d'inhibition autogénique qui trouve sa source dans le tendon, l'ONT, c'est un réflexe d'étirement hyperexcitable de l'antagoniste. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les muscles ils merdent par paire, ils merdent dans le couple de force. Ça, c'est capital. Donc, regardez que le muscle qui déconne, grave erreur. Regardez le couple de force, oui, c'est très important. Regardez aussi, surtout, la synergie musculaire dans laquelle il est. Regardez quel muscle fait le travail duquel. Est-ce qu'ils font bien leur propre travail à eux? Et quand il y a une douleur, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une inhibition motrice. C'est-à-dire que le cerveau, il a perdu son influence inhibitrice, il n'arrive plus à freiner les signaux qui montent le long de la moelle épinière pour bien répondre et bien moduler ce message de contraction, ni trop ni pas assez. Donc il y a des muscles hypertoniques quand il y a une spasticité. C'est-à-dire que les muscles sont trop contractés, ils sont en suractivité, en hyperréactivité. Et donc, que ce soit les fibres de type 1 ou les fibres de type 2, c'est de l'hypertonie, c'est de l'hyperactivité quand on parle de point trigger, de crise énergétique, de l'ATP. Ok, donc, je prends un briquet, vous vous rappelez, je vous en ai parlé souvent de ce réflexe, le réflexe de retrait. Donc, vous avez mon livre sur Amazon où j'en parle beaucoup, vous avez mes articles aussi publiés en revue médicale, j'en ai 2 pour le moment où j'en parle beaucoup de ce réflexe de retrait. Je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du fait, il s'enlève tout seul. Donc là, on est sur le réflexe de flexion nociceptive, aussi appelé paralysie par la peur.
Et donc on parle d'apprentissage émotionnel. Quand on parle de mouvement, on parle de motivation. Quand on parle de motivation, on parle d'apprentissage émotionnel. Parce qu'il faut une émotion positive pour choisir de faire ou non cette stratégie, puisque la mémoire est prédictive. On pense le futur avec des souvenirs anticipés. Pour que je décide de recruter un muscle au lieu d'un autre, il faut qu'il y ait un intérêt stratégique de survie pour le faire. Et donc il faut que ça soit optimisé, il faut que ça dépense peu d'énergie. Parce que le cerveau va toujours chercher la posture la plus économique possible. Et avoir mal, il ne veut pas. Parce que c'est énergivore. Donc il va mettre en place une stratégie d'évitement de la douleur pour ne pas avoir mal, en mettant de côté des muscles, en espérant qu'ils soient disponibles à nouveau, qu'ils fonctionnent. Mais vu qu'ils ne peuvent pas fonctionner d'eux-mêmes, si on ne change pas leur environnement, ils ne sont pas au courant que le danger, il est passé. Parce que ça a merdé. Le cerveau, il a intégré le danger. Il y a une empreinte qui est restée dedans. Donc la douleur chronique laisse une empreinte dans le cerveau dedans. Et la spasticité, oui, je ne fais pas de différence entre spasticité et douleur parce que on est sur des hypertonies. Et donc le psoas, j'en parle tout le temps, quand il merde, il est hypertonique. Et donc c'est de la spasticité. Quand les spinaux font mal, les muscles du dos font mal, ils sont hypertoniques. Et donc c'est de la spasticité. Et donc c'est pour ça que je vous parle de la toxine botulique. Parce que la toxine botulique, pourquoi elle ne marche pas? Parce que c'est une paralysie flasque. Et en plus, elle empêche la libération de l'acétylcholine. Mais surtout parce que c'est une paralysie flasque. Alors que, c'est une règle pourtant de neuroanatomie. Je ne sais pas comment ils pensent dans leur tête, les mecs. Seul l'état contracté du muscle coupe le signal du fuseau neuromusculaire. Et dans le muscle, il y a un effet rebond. C'est que la contraction du muscle, c'est une contraction en réponse à son propre étirement. Et donc, si je contracte mon muscle suffisamment longtemps, il peut se relâcher sur lui-même. Mais avec force, il faut qu'il ait suffisamment d'énergie pour se contracter assez fort sur lui-même, pour rebondir, boum, et se débloquer. Donc le muscle, il a 4 états. 2 états intrinsèques, contracté, relâché, 2 états extrinsèques, étiré, raccourci. Mais encore une fois, seul l'état contracté du muscle coupe le signal du fuseau neuromusculaire, parce que le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Donc vous avez des neurones moteurs, les motoneurones, les neurones du mouvement, motoneurone alpha, qui va se synchroniser avec le motoneurone gamma. Le motoneurone alpha, c'est le motoneurone de l'activation musculaire. Donc quand le tendon il est tendu, le motoneurone alpha il passe pas. Ça veut dire qu'on perd cette connectivité. On perd cette capacité d'activation au bout d'un moment. Quand c'est trop long. C'est toujours une histoire faut que ça a rotation, faut que ça switch. Type 1, type 2, faut que ça switch. Et là ça switche plus. Parce qu'à force d'être resté dans cette mauvaise position, il y a une raréfication entre les fibres musculaires, parce qu'il n'y a plus la bonne plasticité. De la même manière, il y a une plasticité synaptique au niveau neuronal. D'accord? On en a parlé plusieurs fois, il y en a 4. Neurogénèse, réactive, plasticité par l'expérience, pathologique, plasticité pathologique, d'accord? Ou anormale, d'accord? Et donc, vous avez une plasticité musculaire également. Mais pour que je puisse réactiver mon muscle, faut-il que je puisse le percevoir avec mon cerveau. C'est pour ça qu'on va y arriver. Et vous voyez bien que la toxine botulique ne marche pas parce que la paralysie, elle est flasque. Et donc le signal électrique dedans, il baisse, mais il ne se coupe jamais. Et donc il y a toujours cette suractivité qui reste intégrée dans le circuit. Et tu vois, il reste dans le circuit. Dans l'arc spinal auto-perturbé, auto-parasité, auto-entretenu. De la peau à la moelle épinière et ça vient taper le cerveau. Et le cerveau, il n'arrive plus à freiner ce qui monte le long de la moelle épinière. Au niveau de la corne postérieure, c'est-à-dire le wide dynamic range. D'accord? C'est le neurone à large plage dynamique. On rappelle que les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison. Et que le wide dynamic range, c'est le seul neurone qui répond à tous les stimulus somatosensoriels avec un potentiel d'action aussi accru. Ça veut dire qu'il multiplie l'information avant qu'elle arrive à mon cerveau parce qu'il est capable, si tu veux, de parler à la moelle épinière sans qu'on ait besoin d'informations, de commandes motrices ni de retour d'informations. Avec tout ce qui est interneurone, exactement. Parce que la pensée logique, elle est trop longue et donc elle est trop dangereuse. Elle est trop dangereuse en cas de danger. La logique, elle n'a pas son rôle à jouer. Et donc vous êtes sur un problème automatique, inconscient, quand on parle de douleur. Et donc la spasticité en fait partie. Donc, je ne sais plus où je l'avais écrit ça. Ouais.
Donc le Wide Dynamic Range, il va répondre à tous les stimulus somatosensoriels, c'est-à-dire mécanique, chimique, électrique, etc. On est vraiment sur un truc qui a cette capacité d'enroulement, et du coup il est prédisposé à s'hyperexciter et à merder. Et la douleur, c'est une hyperexcitation au niveau de l'arc réflexe. C'est conditionne une réponse dysfonctionnelle du système nerveux central face au stress. Stress, danger. Stress mécanique, chimique, c'est pareil. Stress mécanique, il fait de l'inflammation, ça devient chimique, etc. On a des micro-terrains inflammatoires, blablabla. Et des inflammations de bas grade, etc. Après, à large échelle. D'accord. Et du coup, vous savez que je vous parle tout le temps du point trigger, parce que le point trigger, c'est une sensibilisation centrale de ce réflexe de retrait. Donc le point trigger, il est dans le tableau clinique, mais c'est pas le tableau clinique. Il est dedans, il y en a dedans, mais c'est pas le tableau clinique. D'accord. Et donc le point trigger, ce qu'il fait, c'est une perte de libération d'hormones. Et donc il empêche que j'ai mon feedback neurologique. Le point trigger, il peut toucher tout ce qui est mou. Tendons, muscles, fascia, peau, périos, ligaments, nerfs, muscles, fascia, je l'ai déjà dit. Tout ce qui est mou, il peut le toucher. Et donc le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie de la cellule. C'est sa pile chimique. Et la cellule elle-même produit de l'ATP. Elle marche à l'ATP, elle produit de l'ATP. Vous êtes sur un cycle. La cellule, elle respire de l'oxygène. Elle convertit ça en CO2 et en molécules d'eau. Donc ça s'appelle la respiration cellulaire, ce phénomène. Et donc la cellule, elle a un squelette, le cytosquelette. Quand le cytosquelette il bouge, il a comme un pied, le lamellipode si j'ai bonne mémoire. Et du coup, pour que ce muscle bouge, il a besoin d'ATP, d'énergie pour bouger. Pour que le squelette de la cellule bouge et que le muscle bouge aussi. Vous comprenez que le muscle bouge parce que le squelette de la cellule bouge. Et bien pour que le squelette bouge, il a besoin d'énergie. Et le point trigger, ce que c'est une crise énergétique de l'ATP. C'est une crise de l'énergie elle-même. Et donc la base anatomique des méridiens chinois, c'est le fascia. On rappelle que la cartographie des points trigger des Américains, c'est la même que les méridiens chinois à 70%, parce que c'est la même anatomie. Et qu'on est sur des canaux sensoriels, énergétiques, et qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans aucune école de pensée. Faut pas rentrer dans l'aveuglement de la médecine chinoise parce qu'ils avaient un biais culturel malgré tout, aussi doué soit-il et aussi très intéressante soit l'expérience qu'ils ont et qu'elle est en avance dans son approche sur cette médecine remboursée qui ne vaut pas grand-chose. Mais malgré tout, il ne faut pas mettre de côté totalement la méthode scientifique au niveau EBP, au niveau Evidence Based Medicine, c'est-à-dire basée par la science. Les preuves basées sur la science, quoi. Tu vois, il faut prouver, on a un empirisme, on fait de l'expérience, d'accord, évidemment il faut prouver, ça marche, on répète, il faut que ça soit reproductible chez tout le monde pour se dire, bah il y a un sens pour qu'on fasse cette façon et pas une autre. Et le souci, c'est que quand c'est pas médicamenteux, ça les intéresse pas. Voilà, je fais simple, quand c'est médicamenteux, ça les intéresse pas. Donc le point trigger, c'est un potentiel d'action piégé, l'élément de base de l'influx nerveux. Vous voyez que vous avez une suractivité, que l'énergie, elle n'arrive pas à sortir du système. C'est ça la douleur, c'est ça la spasticité. Et vous êtes sur un souci neurologique. Et du coup, un muscle qui ne respire pas, il s'assèche. Parce qu'il ne respire pas par rapport à cet ATP, il n'y a pas ce gonflement cellulaire, il n'y a pas cet espace entre les cellules, il n'y a pas cette bonne vasomotricité, etc. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'hydratation, et donc il n'y a pas de sang. Et donc il y a de la calcification. Ce qui contracte le muscle, c'est le calcium. Ce qui le relâche, c'est le magnésium. Donc le point trigger, c'est une dysfonction de la pompe à calcium, avec un terrain acide. Le point trigger, il a un terrain très précis, très particulier. Le point trigger, c'est pas un spasme, c'est pas une tendinite, c'est une contracture localisée permanente. Donc je vous ai parlé des types 1 et des types 2. Au niveau des fibres musculaires, elles switchent entre elles. Comme je vous ai dit, il y a une plasticité musculaire. Les types 1, c'est les fibres lentes. Donc plus elles sont lentes, plus elles sont endurantes, mais moins elles sont puissantes. Donc c'est slow and strong, si j'ai bonne mémoire en américain. Vous avez des fibres intermédiaires, mais c'est des fibres de type 2 en réalité. Elles sont fast and... j'ai oublié parce que c'est des termes américains. Il y a fast et rapide, rapide et fatigable. Vous voyez, vous en avez deux autres. Bon, on va faire plus simple, on va faire les types 1 et les types 2. Parce que de toute façon, il y a une fibre intermédiaire, mais en réalité c'est une fibre de type 2. C'est une fibre rapide. Je crois que c'est la plus... Plus la fibre elle est rapide, plus elle est fatigable.
Plus elle est rapide, plus elle est puissante, plus elle est fatigable. Donc les fibres de type 1, c'est les muscles posturaux, donc les muscles plutôt profonds, qui vont nous aider à faire face à cette gravité, qui vont marcher au sang, et donc à l'oxygène, parce que le sang transporte l'oxygène capte l'information nerveuse et le sang la redistribue. Et vu qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas d'hydratation, et donc de molécules d'eau, vous comprenez? C'est un cycle infernal. Et les fibres de type 2, elles vont marcher, c'est les fibres blanches. Donc les fibres de type 1, c'est les rouges. Les fibres de type 2, c'est les blanches. Donc les blanches, parce qu'elles sont peu vascularisées. Et donc elles marchent au sucre. Et donc le sucre, c'est de l'énergie aussi. D'accord? Vous comprenez? Vous comprenez? Et elles switchent. De toute façon, type 1, type 2, ça switch. Peu importe le mouvement, même si c'est pour faire ça, il y a un moment où ça se relaie. Ta 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 ta. Donc quand il y en a une qui merde, les deux merdent. Quand il y a un point trigger, que ça soit de la type 1 ou de la type 2, donc peu importe le type de muscle, quand il y a un point trigger, c'est pas de l'hypotonie, c'est plus de l'hypertonie, parce qu'elles deviennent hypertoniques dans tous les cas quand elles merdent ces fibres. Mais une hypotonie va créer une hypertonie ailleurs, une hypertonie va entretenir ou créer une hypotonie ailleurs. Vous voyez, je veux dire, vous êtes toujours sur des schémas moteurs compensatoires pathogènes, avec des asymétries toniques des réflexes d'asymétrie tonique posturale pathogène. C'est-à-dire que le corps cherche à s'adapter comme il peut à l'infini, donc vous avez un côté qui travaille trop, un côté qui travaille pas assez, la hanche elle merde, l'épaule elle merde, interrelation articulaire, etc. Vous compensez de la tête aux pieds. Donc pour le magnésium, prenez jamais de marin, je vous l'ai déjà dit, allez plutôt vers le bisglycinate, pareil avec le zinc, le bisglycinate c'est des sels, il n'y a pas le même taux de solubilité. Donc pensez à ça. Et les oméga 3 DHA. D'accord. Vous pouvez avoir tous les neurotransmetteurs dans le cerveau, enfin dans le sang, etc. qui se baladent. Mais s'il n'y a pas de graisse, s'il n'y a pas assez de graisse, les cellules ne peuvent pas communiquer entre elles. Chaque cellule, elle a une bicouche lipidique, une couche de graisse, et cette couche de graisse fait que la cellule parle avec sa voisine. Et donc, il faut que le système soit graissé. Il faut mettre de l'huile dans le système, tout simplement, pour le graisser. Donc, huile de nigel, poisson gras, saumon, on s'en fout. Trouvez votre source d'oméga 3, DHA, la meilleure bioaccrétion. Ok? Donc je me suis longtemps interrogé sur pourquoi la toxine botulique ça va pas. Ils voient que le muscle est tout le temps contracté, ils injectent quelque chose, le muscle est trop tendu, donc il fait mal. Ils vont injecter de la toxine botulique pour relâcher le muscle, le forcer à se relâcher en coupant mon cerveau. Donc ça coupe plus la neurotransmission, mais ça fait une paralysie flash. Donc dès que je reprends la connexion avec mon cerveau, bah boum, ça redémarre comme en 14 parce que le muscle n'a pas dépensé son énergie pour se relâcher sur lui-même. C'est pour ça que ça ne marche pas en vrai. Donc ça c'est ma théorie sur mes 2 articles que j'ai publiés. Et je m'appuie sur plusieurs docteurs, dont un qui s'appelle le docteur Pollack, qui a inventé cette hypothèse au niveau de la boucle gamma, qui est un français, par rapport à cet effet rebond du muscle. Et je m'appuie aussi sur le docteur Hawking, qui est australien, qui m'avait répondu, qui m'avait envoyé un mail d'ailleurs, qui était tombé sur mes articles en ligne, et qui m'avait envoyé un mail pour me donner pour m'envoyer un article à lui supplémentaire. Et ça marche pas parce que vous êtes sur une histoire de canaux ioniques, vous êtes sur une histoire de transport cellulaire. Et on voit que les cellules ne se transportent plus rien. Et du coup, vous avez des canaux ioniques qui vont être mécanodépendants, tensiodépendants donc, chimiodépendants et voltage dépendants. C'est-à-dire que les canaux s'ouvrent de manière... ils ont besoin d'être ouverts de manière préalable en même temps pour pouvoir activer les voltages dépendants au niveau du réflexe. Donc, je vais te mettre de l'électricité, mais je n'ai pas le canal chimique ouvert avant. Donc, le canal chimique va s'ouvrir quand il y a des tissus lésés, quand il y a un réel besoin de faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut de la chimie. Et il manque cette chimie, en fait, dans tout ce qui est électrique. Et dans tout ce qu'on voit, en fait. Et même la spasticité. Il manque ce côté de... Écoutez bien ce que je vais vous dire, on n'y penserait pas. Si c'est le stress qui a rendu pathologique un individu, c'est-à-dire un danger trop long ou trop intense, taux intensité, forcément, c'est le stress, s'il est quantifié, s'il est ciblé, qui va pouvoir réadapter l'individu à son environnement. Et donc il n'y a que le stress qui soigne. Et ça, ils ne le comprennent pas, que le stress, c'est pas l'ennemi.
L'ennemi, c'est le stress prolongé. Et donc, il va falloir reprendre cette sensation de mouvement. Et donc, pareil, je donne un cacheton, je te donne un antidouleur, je vais viser quelques récepteurs de mon cerveau, morphinique, on s'en fout, opioïdes, on s'en fout. D'accord. La plasticité du cerveau, elle ne change pas. Tant qu'au niveau de mon muscle, elle ne change pas. La plasticité de mon muscle, elle ne change pas. Je ne vais toujours pas faire des ponts par l'expérience, par le mouvement. Je ne vais toujours pas reprendre ma commande neuromotrice. Et c'est cette perte de commande neuromotrice qui fait que je stresse, que je suis anxieux, que j'ai mal, que je suis en dépression, etc., que je ne dors pas, etc., etc. Quelque chose de passif ne va jamais soigner personne. Parce qu'on ne va jamais faire de pont par l'expérience au niveau du cerveau. On ne va jamais consolider la mémoire. Il n'y a que le mouvement lui-même qui permet d'intégrer à long terme une information pour un cerveau. Vous comptez sur 1 mois et demi, 2 mois, minimum, si tout va bien. Avec un mouvement juste et répété, je vous l'ai dit. Et du sommeil, pour consolider cette mémoire. Pas de sommeil, pas d'apprentissage. Dormir pour apprendre, dormir pour oublier. Le cerveau, il a besoin de dormir, et particulièrement de rêver, de passer par des phases de mode par défaut, de mode défaut network, pour qu'il pense un peu à tout, à rien en même temps. Il faut ouvrir cette capacité d'apprentissage. Et donc, vous comprenez qu'on ne soigne pas du vivant avec du mort. Et on est dans une médecine où on soigne le vivant avec du mort. Le médicament, il n'est pas vivant, pas d'exploitation par le système nerveux à la hauteur de ce qu'il pourrait vivre, parce que ce n'est pas une expérience unifiée par le mouvement, par une sensation émotionnelle vraiment positive. Si ce n'est pas positif émotionnellement, le cerveau n'apprend pas au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe et tous les souvenirs viennent de l'hippocampe, il les compare tous. Donc il ne peut plus créer des nouveaux circuits neuronaux si on ne lui amène pas des souvenirs avec une charge émotionnelle suffisante, suffisamment positive et intense pour qu'il puisse « Ah mais je connais autre chose que la douleur. Ah mais ça fait partie de moi. » Donc vu qu'il y a une paralysie d'origine médulaire, vu qu'il y a de la spasticité en douleur, il n'y a pas les bonnes sensations au niveau du système nerveux périphérique. Système nerveux central, système nerveux périphérique, les nerfs, etc. Et vu qu'il n'a pas de bonnes sensations au niveau périphérique, c'est normal que le cerveau stresse. Parce qu'il sent qu'il y a un problème. Il sent qu'il y a un problème. Donc il stresse. Il dit « je ne comprends pas, il y a un problème, je suis en dissociation cognitive, je suis en confusion corticale, je me suis emmêlé les pinceaux, je ne sais plus ce qui fait partie de moi, la peau, elle ne filtre plus les informations correctement pour que je puisse répondre correctement. » C'est ça que ça veut dire. Il y a un souci de conscience. Et quand je dis conscience, c'est la conscience de soi. Et la conscience du soi dans le cerveau, c'est la même zone qui évalue l'intensité de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau, pression sanguine, empathie, altruisme, générosité, supporte le rôle des neurones miroirs. Les neurones miroirs qui font le langage, les commandes qui s'activent quand je veux faire un mouvement, quand j'ai l'intention de faire un mouvement. Vous êtes sur le même système qui code l'action qui la réalise, tout simplement. Donc vous comprenez, c'est sûrement un des trucs les plus importants que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne soigne pas du vivant avec du mort et que ça ne marche pas, tout ce qu'ils font. Parce que c'est pas réfléchi déjà. Le muscle est contracté, on va le relâcher mécaniquement. Alors que en fait, il a besoin de décharger son énergie pour se relâcher sur lui-même. Il faut lui amener du sang, il faut lui amener de la chimie, les bonnes hormones, les bonnes sensations du mouvement. Peut-être répéter plusieurs fois avec plusieurs facteurs environnementaux, au niveau hormonal, au niveau vasculaire, au niveau nerveux, au niveau de la tension, de la mémoire et de la sensation, par exemple, creuser un peu la tête un peu plus, d'accord, que cette merde de toxines botuliques. Je connais personne qui m'a dit ouais c'est super, et pourtant j'en ai eu, hein. D'accord. C'est un peu comme Medtronic. Donc Medtronic, des gros soucis, tu sais, pour les implants médulaires, condamnés à multiples reprises par la justice et des criminels comme il se doit. J'essaierai de vous trouver les condamnations, et on a affaire à des personnes de compétition qui ont tué plein de gens, notamment dans les pompes à insuline, avec les files. Il y a eu un scandale avec eux là. Les files, je vous trouverai
J'essaierai de vous trouver les références. Et pareil avec le TENS Eco 2 à la con. Vous voyez qu'un TENS, j'ai eu un TENS de compétition, j'en ai eu un à 750 euros, j'ai eu le plus cher de la gamme de chez Compex en physio. Et j'ai essayé pas mal d'expériences sur moi justement parce que j'ai un souci à mes psoas, ils sont en spasticité. Et je me suis dit je vais tétaniser le muscle un bon coup, etc. pour qu'il lâche, tu vois. En intramusculaire, hein, sur moi. Je mettais des aiguilles de dry needling et tout en percutané, fait exprès dans le tendon du psoas pour mon cas à moi. Et je voyais que je récupère pas le truc parce que ce qui fait l'électricité, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? On est sur quelque chose de biochimique. Elle est où la biochimie? Tu vois? C'est que c'est incomplet. C'est qu'il y a des impulsions nerveuses, certes, mais elles ont besoin de l'environnement pour se déplacer, ces impulsions nerveuses. Et cet environnement, c'est une expérience de vie unifiée. Sur le plan social, émotif, spatialisation, temps, déplacement, imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît un peu bête ce que je dis, mais ça ne l'est pas du tout. C'est que pour que je puisse faire un mouvement, faut-il que je puisse le planifier dans ma tête. Je ne peux pas faire mon mouvement correctement, je ne peux pas savoir placer où mon membre dans l'espace. C'est pour ça qu'il me fait mal, parce que je ne sais pas où il est dans l'espace par rapport à moi, par rapport à mon centre de gravité et tout. J'ai un souci de carte. Et du coup, il nous faut des sensations concrètes pour répondre correctement. Et le répéter suffisamment de fois en restant positif, avec des émotions positives, pour que je puisse exécuter mon mouvement correctement. Je ne peux pas imaginer un mouvement. Comment je pourrais faire un mouvement si je n'arrive pas à l'imaginer? Je ne peux pas l'exécuter si je ne peux pas l'imaginer. J'ai l'intention, mais je ne peux pas le planifier. Donc je ne peux pas l'exécuter. C'est aussi simple que ça. Et donc, si par exemple je mets un TENS Eco 2, en termes de plasticité musculaire, on va arriver sur 7% de gain, pas plus. Et c'est pas de progrès, 7% de gain, voilà, et ça reste là. Parce que c'est passif, c'est pas actif. Et tant que je ne refais pas travailler muscle-cerveau, 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 que je ne fais pas des ponts par l'expérience, et que je bouge pas, je vais pas dire à mon cerveau, ah ben j'ai bougé, finalement je suis pas mal, j'ai pas eu mort, je suis pas mort, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, ça va, j'ai pas eu mal, Et tant que je lui redonne pas confiance en lui, en disant tu peux le faire sans douleur, et donc c'est positif parce que quand je fais mes mouvements, je crée de l'endorphine, endorphine endogène, donc le meilleur antalgique du cerveau, c'est le cerveau. Le meilleur antalgique de la Terre, c'est le cerveau lui-même, d'accord? Fin, ok? Et ben je vais pas y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc TENS Eco 2, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est foutage de gueule, voilà. C'est mon avis. Je ne suis pas médecin, donc prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je voudrais pas que... Je dis juste ce que je pense. Voilà. C'est que mon avis, les amis, n'oubliez pas ça. Pour moi, TENS Eco 2, c'est de la merde. Foutage de gueule. Foutage de gueule. Elle est où l'étiologie? Elle est où la cause de la cause? C'est quoi le déséquilibre musculaire? C'est quoi le déséquilibre postural? C'est quoi la raideur articulaire? C'est quoi l'hypoextensibilité locale? Quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes de douleur. Le TENS Eco 2, il ne fait pas que tu fais un mouvement actif. Donc tant que je ne fais pas un mouvement actif en conscience, que je suis sûr de ne pas recruter tout le temps les mauvais muscles, parce que la stratégie d'évitement de la douleur met en place un nouveau schéma moteur qui devient le nouveau schéma moteur de référence, alors que ce n'est pas le bon. Et donc ce schéma moteur, il est là dans mon cerveau, alors que ce n'est pas le bon. Et je vais tout le temps chercher les mauvais muscles pour faire le mouvement que j'imagine faire du mieux que je peux, mais j'ai oublié parce que les membres initiaux ont été stressés et ne sont plus perçus correctement par le cortex. Et donc c'est de la spasticité et de la paralysie médulaire. Donc une fois que on a dit tout ça, il faudrait quand même... je ne peux pas vous dire ça comme ça, vous en mettre plein la gueule et rien vous dire comme alternative, d'accord? Donc je vais vous présenter quelques alternatives. Alternative numéro 1. Contracter relâcher en cas de douleur et de spasticité. C'est pareil. Contracter relâcher, c'est-à-dire je fais une contraction concentrique. Donc là, je vais chercher la force. Je fais une contraction excentrique. Je vais chercher le contrôle moteur. Je fais une contraction contre une résistance sans mouvement dans l'amplitude que je veux.
je vais créer de l'antalgie. Donc je vais faire de l'antidouleur. Donc la contraction contre une résistance sans mouvement, la contraction isométrique donc, c'est une contraction antidouleur par essence, qui va en plus aider à décharger un peu l'excès d'énergie dans le muscle, en le fatiguant. Donc c'est toujours mieux qu'un TNC-CO2 à la con. Parce que c'est actif, même si ça demande peu de... Tu vois, c'est la première contraction de réadaptation, parce que ça demande peu de planification, parce que j'ai pas un mouvement à planifier. Donc je le mets contre une résistance et juste, voilà, je fais une résistance. Vous pouvez le faire pour n'importe quoi, pour une hanche, pour un bras, pour un cou, pour un dos. Vous pouvez vous démerder avec un tabouret, avec un mur, une porte. Hop, vous bloquez un membre et hop, vous mettez votre résistance pour un peu créer du jeu et créer de l'espace et en même temps faire que ça bouge, tout simplement. D'accord. Ok. Donc ça a été créé par le docteur Kaba, si j'ai bonne mémoire. Et je pense que c'est ça. C'était de l'arthrokinétique qui a inventé les contractés relâchés. Ils étaient plusieurs, mais on l'attribue au docteur Kaba. K-A-B-A-T. Ok. Très très vieux. Donc tout simplement aussi, quelques plantes antispasmodiques. Donc je vous en ai noté quelques-unes là. Donc la mélisse, la camomille, le curcuma, la valériane, donc curcuma anti-inflammatoire systémique, mélisse, bon c'est relaxant, camomille aussi, la valériane qui va agir qui va aider la sérotonine à... La valériane, elle va aider, si tu veux, le GABA à passer dans le cerveau. D'accord. Et donc c'est un anxiolytique et donc c'est relaxant et que ça accélère l'endormissement. Donc le valériane, ça m'arrive souvent de le conseiller aussi. Donc passiflore, le millepertuis qui est un antidépresseur naturel. Donc, je vous l'ai dit, si vous voulez avoir l'axe entier de la sérotonine dans un cerveau avec des plantes, c'est le millepertuis, l'agrifonia et le safran. Il y a des post-synaptiques, pré-synaptiques et recapture, la capture. Et bien, le safran, il va capturer et vous avez le pré-post avec les autres plantes que je vous ai dit. L'achillée millefeuille, d'accord. Donc là, vous êtes sur des antispasmodiques. On n'y pense pas assez par rapport au cannabis. Mais bien sûr, quand on parle de cannabis, moi, j'aurais tendance à dire pas que CBD, il faut aussi le THC, moi, tu vois. Même si c'est interdit, malheureusement, on voit que le CBD, c'est un effet retardateur du THC, que le THC, il n'a pas que des méfaits. C'est toujours une histoire de dose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la plante, elle est née comme ça, avec le THC et le CBD, c'est que c'est fait pour fonctionner ensemble. Tu vois? C'est une histoire de dose. C'est qu'ils ont tellement fait de croisements génétiques dans la drogue de rue pour qu'on ait fait que planant sans l'effet sédatif qui est censé l'équilibrer, tu vois. Et donc on a des taux THC qui sont anormalement élevés, qui vont favoriser des schizophrénies, parce que c'est pas normal, c'est pas humain. Là, je veux dire, c'est génétiquement modifié, tous les cannabis de rue. Alors qu'on est censé avoir des plantes ni trop ni pas assez équilibrées à notre physiologie, tu vois. La nature, elle a fait les choses bien. Toujours avec des doses, des doses intéressantes, quoi, des doses physiologiques, j'ai envie de dire. Donc le cannabis, il a un effet antispasmodique par rapport au CB1, parce qu'il va... les récepteurs CB1, ils sont dans le système nerveux central, et donc ils vont jouer un rôle clé dans la modulation de la douleur et les spasmes musculaires. Donc, dans un cerveau, vous avez des récepteurs opioïdes. Donc les opioïdes, je suis en guerre pas contre les opioïdes en eux-mêmes, je suis en guerre contre l'utilisation faite par les lobbies pharmaceutiques comme si c'était la seule option. Et surtout que c'est censé être qu'une étape pour gérer la douleur, le temps de se réadapter. Et ces antidouleurs deviennent systématiques sans travailler cette médecine physique et réadaptation en parallèle avec la bonne étiologie, la cause de la cause. Et donc, il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne trop, qu'est-ce qui fonctionne pas assez, où sont les inhibitions motrices. Et je vous invite à regarder toutes les vidéos d'exercices que je vous sors pour réfléchir à trouver cette étiologie. Donc, les cannabinoïdes modulent la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine et le glutamate, ce qui peut aider à calmer les spasmes musculaires. Et donc, le glutamate, il est excitant dans le cerveau, il n'est pas spécifique comme neurotransmetteur, mais il est très abondant. Il va marcher en concurrence avec le GABA. Le GABA qui est très abondant aussi, je crois on est sur 95%. Des fois je peux dire des conneries, m'en voulez pas, je retiens tellement de choses, mais le GABA en tout cas c'est le seul neurotransmetteur qui est toujours inhibiteur, qui vient freiner. Et donc la dopamine c'est un neurotransmetteur capital
parce qu'il, comme je l'ai dit, va jouer un rôle dans la motivation, et donc et aussi dans le contrôle moteur fin, et la planification dans le futur et l'évitement actif de la punition. Mais hormis tout ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le cerveau, ce qui est le plus développé dans un cerveau, c'est le cortex préfrontal et le striatum, un cerveau humain, par rapport aux animaux. C'est le cortex préfrontal et le striatum. Donc c'est ce qui nous définit en tant qu'espèce humaine, et dont le langage, etc., cette imagination et cette créativité. On est des êtres créateurs, aussi bien philosophiquement que dans notre pensée, dans notre façon de concevoir des objets, etc. Je pense au silex, etc., d'accord ? C'est des zones du cerveau qui baignent dans la dopamine et l'ocytocine. Et donc le cerveau humain, il est à dominance dopaminergique. Encore une fois, ça veut dire qu'on ne peut apprendre que si c'est positif émotionnellement, parce qu'on a du plaisir à avoir des émotions positives, et c'est normal, on ne peut apprendre que si c'est positif émotionnellement, sinon on n'apprend pas. Ok ? Donc on ne peut pas remettre de connectivité entre le cortex et l'hippocampe, et on ne peut pas faire fermer sa gueule à l'amygdale tant qu'il n'y a pas d'émotions positives. Parce que si on ne change pas les émotions, on ne change pas l'attention. Si on ne change pas l'attention, on ne change pas les émotions. Et donc le cerveau n'arrive plus à recruter des nouveaux signaux. Et donc comme il n'arrive plus à recruter des nouveaux signaux, à les sélectionner, des nouveaux signaux, l'apprentissage devient impossible, et donc on ne peut pas soigner une douleur chronique parce que le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux, et donc l'apprentissage est impossible. Donc le CBD, vous pouvez utiliser, c'est pas ça que je dis, hein. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, faut pas oublier que le CBD, ça existe, il est fait naturellement avec le THC. Enfin, c'est dans la plante de base. Tu vois, il y a cet effet d'entourage au niveau des molécules. Elles agissent en synergie les unes des autres. Comme je le dis souvent, les médicaments font des interactions, les plantes font des synergies. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc on n'y penserait pas trop. On n'y penserait pas à première intention, mais la quinidine, donc c'est un alcaloïde dérivé de l'écorce donc la quinine, la quinquina, l'écorce rouge, hein, c'est le goût la molécule du Schweppes. Le goût du Schweppes, à la base c'est anti-paludique, mais je voulais quand même vous en parler, et je l'ai noté, parce que elle agit en bloquant les canaux ioniques du calcium et du potassium dans les cellules musculaires lisses et cardiaques. Et du coup, le calcium, on l'a dit que c'est ce qui contracte le muscle. Et donc, donc elle peut réduire cette contractilité du musculaire. En bloquant ces canaux, elle réduit cette contractilité, et donc elle aide à soulager les spasmes. Et donc elle a un effet en plus stabilisant. Et ça vaut pas cher, hein, la quinquina. Regardez tout ce qui est herboristerie, vous allez trouver ça pour 3 fois rien. Et vous m'en direz des nouvelles, parce que ça fait pas longtemps que je m'intéresse à cette plante pour ce problème-là. Et si vous pouvez me donner des retours, on pourrait se partager des retours aussi. Moi j'en ai acheté, mais j'ai pas encore essayé depuis le temps. Toujours je dis j'essaye et je le fais. Pourtant j'en ai dans un bocal, là, j'en ai acheté. Mais en tout cas, elle stabilise les membranes cellulaires. Elle réduit ainsi l'excitabilité musculaire et prévenant les spasmes. C'est intéressant, tu vois. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouve ça super intéressant. Parce qu'elle n'est pas utilisée, initialement pour ça. Alors qu'on voit qu'elle a un intérêt pour les spasmes musculaires et donc la douleur. Et elle va aussi agir sur, bon là ils l'ont pas écrit, sur la transmission de l'influx nerveux. Et en vrai, là je ne l'ai pas noté, mais en vrai, la quinquina, elle va agir sur la libération de la substance P. Et donc elle a un grand intérêt pour la douleur, mais aussi les spasmes musculaires. Donc elle peut être utilisée également pour traiter certains troubles du rythme cardiaque. Et donc si le cœur stresse, le diaphragme stresse, et vice versa. Si le diaphragme stresse, le psoas stresse, etc. Et vous êtes sur le muscle avec le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite. Et donc la pression sanguine, etc., c'est l'insula, le cortex insulaire, qui va aussi évaluer cette intensité de douleur. Et donc je fais une aparté là sur les neurones miroirs, parce que j'ai un truc qui me vient, du coup je vous le dis, mais sinon je vais oublier. Comme ça vous avez un max d'infos. Il y a une théorie par rapport aux autistes aux neurones miroirs qui s'appelle la théorie du miroir brisé. Parce qu'on voit que les neurones miroirs, c'est ceux qui font, si tu veux, le miroir entre nous et l'environnement, et les autistes auraient un souci avec ces neurones miroirs, et cette théorie par rapport à l'autisme s'appellerait
la théorie du miroir à briser. Je trouvais ça intéressant de vous en dire là, parce que sinon je vais oublier. Ok. Ok. Donc, dernièrement, ce qui peut être intéressant aussi pour autrement ces spasmes, etc., au niveau des plantes, c'est le froid. Le froid, moi j'aime bien parce que il va ralentir la vitesse du muscle. Et donc on est sur un muscle hyperactif, donc ça va le ralentir. Donc tout ce qui est bain froid, moi actuellement j'ai acheté là récemment un Louce K2, L-O-U-C-E K2, vous avez aussi les Jolt. Donc le froid il est très intéressant pour la douleur, parce qu'il va anesthésier les fibres nerveuses, etc. Il va endormir cette douleur, et donc comme il va ralentir le muscle, il peut diminuer les spasmes. Et en plus c'est anti-inflammatoire, parce qu'il va diminuer le flux sanguin, puisqu'il y a une réduction du diamètre des vaisseaux sanguins, donc tout ce qui est... ça va réduire l'inflammation aussi, évidemment. Et donc, ça va être intéressant aussi pour la vasomotricité, quoi, pour le sang. Et donc pour la douleur, pour le muscle, pour tout. Moi, je sais que j'utilise pas mal... vous avez les bains froids, mais vous avez aussi tout ce qui est Actipoche de chez Cooper. Je travaille pas pour eux, hein, mais c'est pas cher, c'est des trucs bien. C'est des sortes, vous savez, des grandes poches bleues, là. Elle est pas mal, leur gamme, elle est pas chère. Vous avez pour le cou, pour le dos, c'est fait exprès. Ça doit coûter 10 € la poche. Vous pouvez le faire froid ou chaud, en plus la même poche. Donc je trouve que c'est intéressant. Vous avez les sprays cryogéniques, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Tu vois. Donc je ne le recommande pas parce que je trouve ça vraiment très cher. Je dirais que c'est bien pour les sportifs quand c'est aigu, que c'est une blessure aiguë. Mais pas quand on parle de quelque chose de chronique, c'est pas rentable. Tu prends ton bain froid, tu prends ta poche de glace, c'est mieux. Hein. Et voilà quoi. Donc les bains froids, ils ont beaucoup de vertus à mon sens, tu vois. Le froid est pas assez mis en avant pour la douleur. Donc en ce moment, je m'intéresse pas mal à ça. Alors que ça va être bien pour tout ce qui est fascia notamment. C'est que le froid va activer les muscles et les organes. Et il va activer évidemment les fascias. Et donc les membranes des muscles, mais pas que. C'est que le froid, il va provoquer une vibration au niveau des fascias, ce qui va aider à mobiliser les graisses brunes contenues dans la lymphe. Et les graisses brunes, elles sont profondes, et du coup, elles sont près de tout ce qui est colonne vertébrale et cou, et elles vont soutenir, si tu veux, le métabolisme. Et du coup, le bain froid va aussi agir sur la motilité de l'intestin, et aussi elle va agir sur les graisses blanches. Le froid a beaucoup de vertus. Le froid va agir aussi sur les graisses blanches. Donc le froid va aider un peu à stimuler la capacité du corps à créer sa propre chaleur. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, ça va l'aider à créer sa propre chaleur. Et donc plus tu exposes le corps au froid, de manière progressive comme toujours, commence petit, et ben plus tu l'entraînes à... tu vas agir sur la résilience du corps. Et la volonté, etc., etc. Et tu vas soutenir le métabolisme. Donc ça, même le froid peut prévenir à tout ce qui est cardiaque, tu vois, tout ce qui est diabète aussi. On n'y pense pas, hein, mais voilà. Ok. Et bien sûr pour le contrôle du poids aussi. Mais surtout, bon, nous ce qui nous intéresse là, c'est la douleur, vous l'avez compris. Donc sur le plan musculaire pur, il est très intéressant le froid. Donc je vous fais un bref aparté sur les venins. Les venins ont la capacité d'ouvrir les cellules et de contourner les mécanismes de défense cellulaire. Et ce qui est bien avec le venin, c'est pour ça que j'en parle beaucoup et que j'ai publié dessus. Sur certains venins thérapeutiques, on a des venins d'insectes, de poissons, ce que tu veux, qui peuvent, vu que c'est chimique, ouais, c'est chimique, on a la chimie plus l'électricité. C'est que le venin, boum, il va taper tout de suite dans le système nerveux et il va agir au niveau électrique, tout de suite. Mais en même temps, il y a ce truc de danger de la chimie. Donc vous êtes sur quelque chose de perçu comme vivant par le cerveau. Et donc c'est ce que la toxine botulique elle fait. Mais moi je propose un venin qui fasse l'inverse de ce que la toxine botulique fait. Je propose quelque chose qui fasse une paralysie de contraction et en même temps qui coupe le cerveau. En fait je veux faire une toxine botulique inversée, je vous le fais simple. Hein. Tu vois. Parce que je sais que le point trigger c'est un excès d'ACH. Mais moi je dis qu'en fait c'est une conséquence, que c'est pas le problème, c'est qu'il faut laisser le muscle se tétaniser un max pour que boum, il puisse se relâcher un bon coup. Tu vois. Et ça ils le font pas. Ils le font pas parce que les venins ils nécessitent peu ou pas de modifications biochimiques, donc mettre des brevets dessus
ça les intéresse pas. Et puis en plus, ça risque de marcher du premier coup. C'est que ça marche ou ça marche pas. On a le venin BlackRock, le venin d'un scorpion australien, qui agit sur le récepteur TRPA1 sans aucune inflammation. Les venins, c'est un acide aminé, pas de demi-vie, ça se détruit dans le sang, tout de suite, boum. Le souci, c'est que le venin, je peux pas le prendre par la bouche, parce qu'il va se détruire au niveau de l'estomac. Et surtout, on veut agir de manière locale, parce que c'est la peau, en fait, qu'il faut viser. Donc si tu veux changer quelque chose, si tu veux changer un cerveau un souvenir dans un cerveau, c'est la peau ou l'intestin. Donc il y a une voie rapide, une voie lente. Et donc c'est le sujet des prochains articles sur lesquels je vais devoir travailler et je vais devoir m'y mettre, mais je finis de faire quelques vidéos avec vous et après je vais m'y mettre. Mais vous avez aussi un venin de mygale qui s'appelle la caïotoxine, qui est très intéressant pour la douleur, mais ils vont jamais rien faire. Vous avez aussi un venin d'abeille. Les venins d'abeille vont agir sur le virus du sida carrément, mais ils vont jamais rien faire parce que c'est pas rentable pour eux. C'est pas rentable pour eux. Vous avez le cambo, qui est un venin de grenouille, qui est plus puissant que la morphine, plus puissant que les endorphines endogènes, qui est beaucoup utilisé en Amazonie par les indigènes, qui s'appelle le vaccin de la forêt, qui est composé de plein de molécules tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais voilà quoi. On se contente de Doliprane et toutes ces conneries quoi. Les tramadol et l'Irica et je m'en fous en fait de toute leur merde de synthèse quoi. Mais s'il n'y a pas de contraction active, il n'y a pas de pompe par l'expérience, il n'y a pas d'intégration à long terme dans le cerveau, et donc le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Mais pour l'activer, faut-il que je puisse le ressentir et le percevoir consciemment pour le mobiliser. Je le mobilise, je l'active, je l'intègre. Et donc il faut aller vers cette sensation du mouvement. Donc contracté relâché, le froid et quelques plantes antispasmodiques. C'est certainement les meilleurs conseils que je peux vous donner. Ok. Donc j'espère que ça va vous intéresser les amis, que c'était pas un peu trop long. J'ai tendance à... Tu vois, je pars avec une petite fiche, hein. Mais après ça se bouscule et j'essaie de vous rendre ça le plus simple possible, quoi. J'essaie de vous expliquer ça de manière le plus simple possible. Ok. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. N'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie, hein. C'est mon métier, hein. Je fais que ça de ma vie, hein. Donc si je peux vous aider dans une douleur locale ou généralisée à gérer une douleur et vous donner des exercices adaptés par rapport à une étiologie, trouver qu'est-ce qui a fait quoi, et si je peux vous faire un bilan postural et vous proposer des exercices en fonction avec des conseils en tout genre, comme je viens de le faire là, mais de manière plus personnalisée, vous pouvez compter sur moi. Vous avez mes coordonnées en lien de description ou sur Google. Vous mettez mon nom, vous allez me trouver tout de suite. Ok, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous les amis.